私今日の司会を務めます西山と申します。まず最初にビノック先生のご紹介をしたいと思います。ビノック先生は現在パリ政治学院名誉教授で歴史家でいらっしゃいます。でビノック先生の著作は何冊か日本語にも翻訳されてますけども、比較的最近ではこの「フランスの肖像」という本がですね、翻訳されて吉田書店から出ております。この本は今から20年くらい前にロシア人の学生のためにロシア人の学生がフランスとはどういう国なのかということを知るために書かれた本なので、非常に現代フランスはどういうふうな国かということを知る上では非常にコンパクトにですねまとまっています。で、この日本語版は2010年に出たものを元にして翻訳されてますので、ごく近年の出来事まで網羅しているということです。で、ビノック先生は歴史家として、その他にも19世紀から20世紀にかけての歴史、政治史、思想史などをご研究されてますけれども、最近では国民議会のフランスのですね要請を受けまして、フランスの制度の将来に関する委員会というところの所属し、数年間にわたってフランスの制度改革に関する報告書をまとめられたそうです。でこれはフランスの大統領制についてとか、あるいは投票制度などについて提言を述べているもので、この10月に議会の方に提出されたと伺っております。また日本ではさらにビノック先生の著作は今現在翻訳が進められておりまして、やはりこの吉田書店、この翻訳をされた大島さんという方によってビノック先生のミッテランの評伝が現在翻訳中と伺っております。それでは早速ビノック先生の講演に移らせていただきたいと思います。Merci, monsieur le professeur, cette présentation. Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Je vous propose donc de vous parler un peu de la France de manière synthétique, rapide évidemment, mais en allant, selon moi, à ce qui est peut-être le plus intéressant de retenir. Pour comprendre la France, il y a évidemment plusieurs approches possibles. Si j'étais géographe, il est certain que je ne parlerais pas de la même chose. J'insisterais sur la situation du pays, situé à l'ouest de l'Europe, sur notre climat, la latitude moyenne, sur le fait que nos côtes sont baignées par les mers du Nord, l'Atlantique, la Méditerranée. Je vous parlerai aussi sans doute de gastronomie, de nos passions culinaires, de nos rites et de nos comportements amoureux. Bon, je m'arrête là, je ne suis pas géographe, je vais parler autrement. Comme je suis historien, je vais donc attirer votre attention sur quelques thèmes. J'en ai retenu cinq thèmes importants, autour desquels j'essaierai de définir quelque peu ce qu'on appelle la personnalité d'une nation, l'identité de la France. Ce qui est sûr, c'est que le poids de l'histoire pèse considérablement sur nos comportements, sur nos attitudes, sur nos mentalités, sans qu'on le sache du reste, sans qu'on le sache. L'écrivain français Georges Bernanos écrivait pendant la guerre dans un très beau livre qui s'appelle « Lettres aux Anglais ». De bien des manières, mon pays reste pour moi une énigme. Et pourtant, il le connaissait bien.
Je partage ce sentiment. Il est sans doute osé de ma part de prétendre vous éclairer en 3/4 d'heure, 1 heure sur l'identité de la France. Au fond, c'est beaucoup plus facile de parler des autres pays que du nôtre, parce que c'est plus facile de simplifier, de schématiser, de généraliser. L'autre, c'est celui qui n'est pas moi. Et je saisis bien tout de suite la différence, elle s'impose aux yeux. En un mot, nous avons à l'égard de notre pays un sens développé de la complexité. L'idée qu'à chaque proposition que nous avançons, nous pouvons opposer l'idée contraire. Un exemple, il y a un préjugé, en Europe en particulier, qui porte sur les Français et qui est que les Français sont paresseux. Et quand on regarde le nombre de travail qu'ils exécutent par semaine, on s'aperçoit que ce n'est absolument pas vrai. Alors, ce que je viens de dire, évidemment, est vrai de tous les peuples, n'est-ce pas? Il y a des clichés, il y a des idées reçues qu'il faut toujours combattre, surmonter, pour saisir véritablement du mieux possible ce qu'est la personnalité d'un peuple. Alors, ces remarques étant faites, je vais commencer à vous exposer ce qui, à mes yeux, compte véritablement, ce qui pèse, ce qui est véritablement enraciné dans notre histoire, dont nous avons hérité. Première idée, la France est un vieux pays catholique, ou si on préfère, de culture catholique. Alors, je dis bien catholique, non pas chrétienne. Chrétienne parce qu'on peut être chrétien en étant protestant. Or, justement, une des grandes différences entre la France et l'Angleterre, entre la France et les États-Unis, c'est que la France a été formée, constituée dans et par le catholicisme. Il y a eu tout d'abord une relation d'appui mutuel entre la monarchie française, telle qu'elle s'est constituée au Moyen-Âge, et l'Église catholique, le pape, la papauté. L'histoire ou la légende, l'histoire et la légende veulent que le premier roi français soit Clovis, qui s'est emparé du pouvoir en Gaule, la Gaule qui était le territoire de la France d'aujourd'hui, à la fin du Ve siècle, et que ce chef franc a été baptisé à Reims par l'évêque Rémy, et commence alors cette association, cette alliance entre la monarchie française et le catholicisme. Par la suite, le roi de France recevait l'onction de la main des prêtres. Le roi était consacré par l'Église. Et les successeurs des premiers rois de France ont été ainsi, jusqu'au XIXe siècle, jusqu'au dernier roi, Charles X, consacrés ou sacrés dans l'église, dans la cathédrale de Reims. D'autre part, la monarchie carolingienne, c'est-à-dire la monarchie médiévale avant les Capétiens, a aidé le pape à se constituer ses États. En effet, au départ, le pape était l'évêque de Rome, simplement. Il a eu à se défendre contre des invasions diverses, notamment ceux qu'on appelle les Lombards. Je passe sur les détails. C'est un roi, le roi Pépin, qui a, par la force, volontairement, offert au pape un État, ce qu'on va appeler, et qui va durer jusqu'en
jusqu'en 1870 les États pontificaux. Cependant, au XVIe siècle, comme partout en Europe, a progressé la réforme, c'est-à-dire le protestantisme. Tout le XVIe siècle est occupé par une guerre de religion en France. Et cette guerre s'est achevée en 1598 par un compromis signé par le roi Henri IV qui a permis aux protestants de disposer de droits, de lieux de culte, de places fortes. C'est ce qu'on appelle l'édit de Nantes. Cependant, ni le catholicisme, ni l'Église catholique, ni le roi ne supportaient l'existence de cette minorité protestante et il y a eu une action de conversion de force des protestants sous le règne du roi Louis XIV et finalement, en 1685, le roi a révoqué l'édit de Nantes, c'est-à-dire il a interdit la religion protestante en France. Du même coup, on a assisté à une émigration de ceux qu'on appelait les Huguenots, les protestants français, vers la Suisse, vers l'Angleterre, vers l'Allemagne, où ils ont joué un rôle très important du reste, notamment dans le développement de la ville de Berlin, aux Pays-Bas également, et du reste encore aujourd'hui, on trouve en Afrique du Sud de nombreux noms français qui viennent des bourgs, c'est-à-dire des Pays-Bas, où les Huguenots avaient émigré. Dans l'équipe de rugby, n'est-ce pas, d'Afrique du Sud, on rencontre des noms français. Voilà, l'origine, c'est l'émigration des protestants aux Pays-Bas, après 1685. Il a fallu attendre 1787 pour qu'il y eut un édit de tolérance. Les protestants n'avaient pas tous les droits, mais on leur a permis d'avoir un état civil à eux, puisque l'état civil était évidemment religieux à cette époque. La France est donc un pays catholique. Il y a encore peu, l'immense majorité des Français étaient baptisés. Les autres religions protestantes, juives, sont très minoritaires. Cependant, un phénomène récent a changé quelque peu le tableau, avec une minorité beaucoup plus importante, qui est celle des musulmans. Alors, de cette tradition, que reste-t-il ? Certainement pas une grande puissance de l'Église catholique. La pratique religieuse catholique est très faible. Simplement, le catholicisme a créé des structures qui sont toujours vivantes, ne serait-ce que le calendrier, les fêtes rituelles, etc. La religion catholique reste quand même la première en France. Et il n'est pas rare que ces représentants, ces évêques, aient leur mot à dire sur tel ou tel événement. Mais il y a peut-être plus important que le patrimoine des églises, que l'existence réelle d'une minorité de Français fervents catholiques. Il y a sans doute des structures mentales, psychologiques, philosophiques qui sont demeurées profondément dans nos comportements et, comme je le disais dans l'introduction, sans que les gens le sachent forcément. J'insisterai dans cet héritage sur 2 ou 3 points. Premièrement, le catholicisme veut l'unanimité. Il veut l'unanimité parce qu'il est organisé de manière hiérarchique sous la responsabilité des évêques et au-dessus d'eux sous la responsabilité d'un
souverain qui s'appelle le pape. Et c'est très différent du protestantisme, où les églises peuvent se créer indépendamment du pape et même avoir des théologies variées en toute liberté. Donc cette volonté d'unanimité, elle se traduit aussi par le dogmatisme. Il y a une vérité, il n'y en a pas 36, et il faut obéir à une vérité. Et je pense que l'une des conséquences de la religion catholique, de sa force, de sa puissance, a été la difficulté pour les Français d'adopter le libéralisme. Il y a un anti-libéralisme catholique qui a été prôné par tous les papes du XIXe siècle et du début du XXe siècle, que l'on retrouve en dehors des milieux catholiques, l'antilibéralisme. La Révolution française de 1789, dans un premier temps, pouvait, comme c'était le cas en Angleterre, aux États-Unis, créer un régime libéral. Mais effectivement, il y a eu une première constitution en 1791 qui établissait une monarchie constitutionnelle à vocation libérale. Mais dès l'année suivante, cette constitution était récusée, abattue. Le roi, en effet, était accusé de trahison alors que la France était en guerre. Il a été jugé, il a été condamné, il a été exécuté. Et on peut dire qu'à partir de ce moment-là, le libéralisme s'est peu à peu échappé de la Révolution. Alors, le paradoxe est que la Révolution, qui a renversé la monarchie absolue, qui était la monarchie très catholique, au fond, les révolutionnaires, les républicains, se sont développés et développé leurs idées et leur politique dans le moule catholique, dans un moule qui était constitué avant eux, mais qu'ils contestaient, mais dont ils ont repris les structures. Je disais que le catholicisme avait répandu, développé l'idée, l'idéal de l'unanimité, l'unanimisme, le dogmatisme, l'antilibéralisme, mais aussi on pourrait ajouter l'esprit de mission. Eh bien, tous ces éléments se retrouvent dans la révolution républicaine, la révolution jacobine, comme on l'appelle, qui a rêvé d'instaurer ce qu'on appelait un peuple un, c'est-à-dire unanime, unique, comme la République est une et indivisible. Il est certain qu'aujourd'hui encore, il y a une volonté d'unanimité. Je dirais quelques mots à ce sujet sur la laïcité. Après la Révolution française, en effet, deux cultures se sont opposées, la culture catholique traditionnelle et la culture républicaine. L'intrigue politique principale du XIXe siècle en France, c'est ce combat des républicains face aux catholiques qui, eux, sont monarchistes en général ou défenseurs d'un État fort comme l'Empire ou le Second Empire. Les républicains, pour arriver à fonder la République, ont eu à lutter, à combattre l'enseignement officiel de l'Église, qui était pendant tout le XIXe siècle donc antilibéral, anti-moderne, antidémocratique. La Troisième République, qui commence dans les années 1870, a réussi à faire obstacle à la prétention de l'Église de dominer la société. Par quel instrument? La laïcité.
La laïcité se définit principalement par la séparation de l'Église et de l'État, ou plus exactement, la séparation des Églises, de toutes les confessions, et de l'État qui affirme sa totale neutralité en matière religieuse. On a d'abord créé un système scolaire laïque. Dans les années 1880, les républicains ont établi une école, ont inventé une école qui n'offrait pas d'enseignement religieux. C'était l'école obligatoire, gratuite et laïque. Et en 1905 a été votée la grande loi, qui est aujourd'hui encore en action, de la séparation de l'Église et de l'État, en 1905, des Églises et de l'État. Alors, bien entendu, tout cela ne s'est pas fait facilement, car le conflit entre les républicains et de l'Église et de ses représentants a duré encore longtemps, on pourrait dire presque jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, puisque sous la Troisième République, on n'a jamais eu de chef de gouvernement catholique, de président de la République catholique. Il n'avait pas la légitimité républicaine. Les choses ont changé avec la Deuxième Guerre mondiale, car beaucoup de catholiques ont participé à la résistance contre l'Allemagne nazie, et que du même coup, ils ont acquis une légitimité républicaine. Et après 1944-45, de nombreux catholiques sont devenus ministres, chefs de gouvernement ou présidents de la République. Deuxième idée, la France a connu très tôt une monarchie centralisée. J'insiste sur le mot centralisée. La nation française a été très largement une création de l'État et de l'État centralisé. Le territoire hexagonal sur lequel la France d'aujourd'hui, dans lequel nous vivons aujourd'hui, a été peuplé à travers les âges par des groupes ethniques, linguistiques très nombreux, très différents, les Bretons, les Basques, les Occitans, les Alsaciens, etc. La France est un pays très composite, c'est une terre d'invasions successives, de brassage de peuples, de populations, et dans les temps modernes, surtout à partir du XIXe siècle, une terre d'immigration, alors que les autres pays d'Europe, comme l'Angleterre, l'Irlande, l'Allemagne, la Russie, étaient des territoires d'où l'on partait, généralement vers les États-Unis. La France, au contraire, était une terre d'immigration, successivement des Italiens, des Belges, des Espagnols, des Portugais, et puis plus récemment des Arabes. Au moment de la Révolution qui entame les temps modernes de la vie politique, la moitié des Français ne parlaient pas le français. Donc tout s'est fait par la volonté de l'État, et d'abord de la monarchie, la dynastie des Capétiens en particulier. Au départ, cette monarchie, elle était réduite à un territoire qui était très limité. C'était autour de Paris, ce qu'on appelle l'Île-de-France. C'est donc par la guerre, par la ruse, par des stratégies matrimoniales que peu à peu le territoire français royal s'est agrandi. Donc à partir du centre, qui était Paris, l'Île-de-France, peu à peu, des provinces se sont agrégées à ce noyau initial au prix de nombreuses guerres, et en particulier avec l'Angleterre, qui avait des possessions dans ce territoire. Et la monarchie a eu, pour construire cet État et cette nation, à lutter contre la noblesse, contre les grands qui détenaient précisément un certain nombre de fiefs, de provinces, de lieux
Et Louis XIV au XVIIe siècle a eu cette idée de rassembler cette noblesse justement à Paris, ou plus exactement à Versailles. Le château de Versailles, qui est aujourd'hui très visité par les touristes, a eu pour première fonction d'attirer cette noblesse frondeuse, cette noblesse dangereuse qui remettait toujours en cause l'autorité royale. Alors cette centralisation a été un trait, et reste encore un trait largement dominant de notre société. C'est à Paris, en effet, on peut dire que tout se faisait. C'est de moins en moins vrai, mais c'est à Paris qu'il fallait aller pour faire carrière. C'est à Paris que se concentrait l'ensemble des maisons d'édition, les grandes écoles, les grands monuments, et évidemment le siège du gouvernement, du Parlement. Donc il y a eu cette concentration à Paris qui s'est faite au fil des années, des âges, et qui a été, après la monarchie, renforcée encore par la centralisation napoléonienne dans l'empire de Napoléon. Cette centralisation a été une force et une faiblesse. Elle a été une force parce qu'elle a permis à la monarchie, puis à la République ou à l'Empire, d'unifier le pays. En France, nous avons beaucoup moins de problèmes avec nos régions que l'Espagne ou même le Royaume-Uni, car très tôt il y a eu cette unification voulue à partir d'un centre qui était l'État monarchique ou républicain. Cette centralisation a permis notamment l'unité linguistique, puisque si les langues régionales ont existé encore en France pendant un certain temps, les Français étaient au moins bilingues, bilingues par l'école, où l'on ne faisait que du français, l'école obligatoire, où l'on ne prenait que le français. Et il y a un siècle et demi, les petits Bretons ou les petits Basques parlaient chez eux dans la langue traditionnelle, mais ils parlaient à l'école le français. Donc l'unité linguistique s'est faite ainsi par la centralisation et par l'école obligatoire et gratuite et laïque. Mais la centralisation, c'est aussi une faiblesse. C'est une faiblesse puisqu'elle se fait au détriment de la vitalité des régions, des provinces. Lorsque l'on est bon élève et qu'on habite Périgueux, Angoulême ou Rennes, eh bien on part pour Paris, on partait pour Paris pour faire ses études, pour faire carrière. Donc tout convergeait vers Paris. Et vous en avez une représentation même géographique avec la construction du chemin de fer. Si vous regardez les lignes de chemin de fer, elles partent toutes de Paris, n'est-ce pas, vers les régions. Donc il y a eu une sorte d'affaiblissement, d'appauvrissement des régions jusqu'au XXe siècle. C'est pourquoi il y a eu, dès le XIXe siècle, un mouvement favorable à la décentralisation. Mais ces décentralisateurs sont restés dans l'opposition, n'étaient pas au pouvoir. Quand ils arrivaient au pouvoir, ils continuaient à exercer un pouvoir centralisé. Les choses ont commencé à changer avec les années 1880 et une grande loi qu'on appelle la loi de décentralisation en 1982 sous la présidence de François Mitterrand. Désormais, il y a donc, la France a été découpée en régions et ces régions avaient à élire une assemblée de régions avec
avec un chef de la région, président de la région, et ces régions ont eu un certain nombre de pouvoirs, d'initiatives qui se sont développées, tandis que l'État lui-même faisait de temps en temps de son mieux, pourrait-on dire, pour délocaliser un certain nombre de services, d'écoles qui étaient à Paris. Au mois de décembre, nous aurons les nouvelles élections régionales. Donc dans chaque région, il y en a 13, et dans chaque région, nous aurons un conseil régional présidé, par conséquent, par un président de région. J'en arrive à ma troisième idée. La France est sans doute le paradis des intellectuels. Dans aucun pays, les intellectuels, les écrivains en particulier, n'ont joué un rôle, n'ont tenu une place aussi importante qu'en France. L'une des explications de ce phénomène est à chercher justement dans la concentration parisienne, puisque c'est à Paris que se retrouvaient pratiquement tous les gens qui avaient envie d'écrire, de philosopher, et en particulier au XVIIIe siècle, ceux qu'on appelle les philosophes, ils se retrouvent tous à Paris. Ces philosophes, ces écrivains, sont attirés par le pouvoir, mais ils n'y participent pas, ils sont en dehors du pouvoir. Ils ne sont pas à la cour du roi. Ils se rencontrent dans les salons, dans les cafés, dans les lieux de sociabilité en dehors de la cour. Donc en France, le phénomène des intellectuels n'est pas lié aux universités, mais à ces organisations, à ces lieux de sociabilité qui sont à la fois en dehors du pouvoir et en dehors de l'université. Et en même temps, ce milieu intellectuel est indépendant de l'Église catholique. Et c'est même contre l'Église catholique qu'une bonne partie de leurs écrits sont dirigés. Ils sont les critiques du catholicisme. Donc ces intellectuels, on ne les appelle pas encore comme ça, ces philosophes n'ont pas fait carrière dans les ministères, mais dans les journaux, dans les livres, et s'il ne fallait citer qu'une œuvre importante, considérable, c'est évidemment l'Encyclopédie. La philosophie des Lumières qui anime ces écrivains, elle est profondément anticatholique. Elle met en cause à la fois les dogmes de l'Église, mais aussi l'organisation ecclésiastique, les richesses de l'Église. Et cette philosophie défend contre la religion l'esprit scientifique, la méthode expérimentale, contre les vérités imposées. Donc ces écrivains qui s'appellent les plus connus, Voltaire, Rousseau, Diderot, acquièrent un prestige considérable, et on a pu dire, sans doute de manière abusive, qu'ils étaient à l'origine de la Révolution. À vrai dire, ils n'avaient pas d'objectif révolutionnaire, mais ce qui est sûr, c'est que leurs idées avaient tout de même sapé l'autorité monarchique, puisque cette autorité était liée, très liée à l'Église catholique. On a pu noter qu'une bonne partie des constituants, ceux qui avaient été élus à l'Assemblée constituante en 1789, avaient lu le contrat social ou se réclamaient du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Voltaire et Rousseau étaient morts au moment où éclate la Révolution, en 1789, mais l'un de ces philosophes a été un élu de la Révolution, Condorcet, qui a participé notamment à un grand projet d'éducation nationale. Donc la Révolution ayant eu lieu, on a pu par la suite en déduire qu'elle avait été causée par l'esprit philosophique, par les philosophes,
ce qui est sans doute, encore une fois, discutable, mais peu importe. Ce qui est certain, c'est que la Révolution a donné un lustre supplémentaire aux écrivains et aux philosophes, comme s'ils avaient été véritablement aux origines de la Révolution. Alors, ce qu'il faut noter dans leur démarche et dans leur pensée, avant tout, si on peut retenir un fait, un trait, c'est la dimension universaliste de leur pensée et la dimension universaliste de la Révolution française. Nourris par cette philosophie des Lumières, en effet, les révolutionnaires français ont voulu œuvrer non seulement pour la France, mais pour le monde entier. C'était leur prétention. Alors ces idées se reflètent dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui date de 1789, votée donc par l'Assemblée constituante. Or, cette déclaration ne vise pas seulement la France, les Français, mais l'univers, l'humanité. Bien entendu, cette prétention a été combattue par d'autres philosophes, notamment la plus grande critique en a été faite par l'anglais Burke, mais en France aussi par Joseph de Maistre et d'autres écrivains contre-révolutionnaires. Il disait aux révolutionnaires, vous parlez de l'homme, mais nous ne connaissons pas l'homme. Nous connaissons des Bretons, des Anglais, des Allemands, des Japonais peut-être, mais l'homme ne connaît pas l'homme. Ce conflit, par conséquent, entre esprit humaniste, universaliste et, au contraire, en face, les esprits particularistes, eh bien, va se reproduire au moment d'une grande affaire qui a lieu en France, qu'on appelle l'affaire Dreyfus. Dans l'affaire Dreyfus, il y a en effet deux camps qui s'affrontent parmi les intellectuels. Les premiers, les Dreyfusards, comme on va les appeler, qui défendent l'idée qu'il faut réviser le procès du capitaine Dreyfus, qui a été injustement condamné. Et au nom de quoi ? Au nom de la vérité, au nom de la justice, c'est-à-dire au nom des valeurs universelles. En face d'eux, les anti-Dreyfusards leur reprochaient d'ignorer ce qui était le plus important, c'est-à-dire la cohésion nationale, et en particulier la défense de l'armée. L'armée, par son conseil de guerre, avait émis un jugement, avait émis une condamnation, il fallait respecter le jugement. Sinon, il y aurait un désordre incroyable en cas de guerre. L'armée avait une valeur, par conséquent, absolue aux yeux des anti-Dreyfusards. Cependant, quelques grands noms sont attachés au camp des Dreyfusards, Émile Zola, Anatole France, des politiques comme Georges Clemenceau, Jean Jaurès, et finalement, ce sont eux qui, après bien des péripéties, bien des batailles, l'ont emporté, puisque en 1906, le capitaine Dreyfus était réhabilité. Je dirais donc en résumé qu'il y a eu dans toute notre histoire politique un rôle d'acteur de la part des intellectuels qui a été régulier. Bien entendu, ces intellectuels n'étaient pas du même bord. Il y avait les intellectuels de gauche et les intellectuels de droite. Et on pourrait dire jusqu'à la fin du XXe siècle, ce combat, ces conflits d'intellectuels ont animé notre vie politique. Quatrième idée, la France est une nation révolutionnaire. Autant la société française a été marquée par le catholicisme, par la monarchie centralisée, autant elle a hérité de la Révolution de 1789.
Non seulement la France a fait la révolution de 1789, mais on pourrait dire que, aux yeux de beaucoup de Français, cette révolution est restée inachevée. Elle est restée inachevée notamment parce qu'elle n'a pas su se donner, elle n'a pas su fonder un régime politique stable, contrairement aux Anglais et aux Américains qui, eux, ont fait des révolutions qui ont débouché sur des régimes politiques stables. Le XIXe siècle, qui suit la Révolution, est véritablement ponctué de révoltes, d'émeutes, de révolutions. 1830, 1848, la Commune de 1871. Les républicains ont fait des révolutions contre les monarchistes, contre l'empire bonapartiste, mais en dehors des régimes politiques, il y a eu aussi en France des affrontements sociaux, des affrontements de classes, dont la Commune de Paris en 1871 en est le meilleur exemple, qui s'est terminé par un massacre de 30 000 combattants parisiens environ, au cours de ce qu'on appelle la semaine sanglante du mois de mai 1871. Quand le mouvement ouvrier, le mouvement socialiste s'est créé une dizaine d'années après la Commune de Paris, existait en lui, évidemment, cet espoir de révolution qui devait conduire à la société sans classe. Après la Première Guerre mondiale, l'élan révolutionnaire s'est concentré dans le nouveau parti, le Parti communiste, né en 1920. Après la Seconde Guerre mondiale, ce Parti communiste qui avait participé activement au combat de la résistance était le premier parti de France. Il obtenait 25%, plus de 25% des voix aux élections. Il comptait plus de 150 députés. C'était le grand parti, non seulement le grand parti de la gauche, mais c'était le premier parti français. Donc, initié au marxisme, le mouvement ouvrier français a suivi une ligne qui était celle du Parti communiste, qui ne faisait pas la révolution, mais qui entretenait cet esprit révolutionnaire à travers ses journaux, ses brochures, ses livres, ses meetings, ses films, sa propagande, pendant toute la guerre froide, pendant toute la durée de la guerre froide. Le mot révolution était un mot sacré pendant longtemps en France. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, je reviendrai pour finir, mais pendant longtemps, ce mot attirait non seulement les communistes, mais beaucoup de jeunes gens, notamment, beaucoup de gens dans l'espoir d'une révolution. Alors c'était aussi bien les trotskistes, les anarchistes, les chrétiens progressistes, les gauchistes. Donc il y avait comme idéologie dominante du côté de la gauche, n'est-ce pas, cet esprit révolutionnaire qui voulait la fin du capitalisme et qui espérait, sur les ruines du capitalisme, fonder une nouvelle société. Pour le voyageur étranger, le visiteur de la France en 1968, ça a été l'occasion pour eux de comprendre ce qu'était cette culture révolutionnaire. Bien entendu, les mouvements des années 60, les révoltes d'étudiants ont eu lieu dans tous les pays, aux États-Unis pour commencer, au Japon, en Italie, en Allemagne, oui. Mais en France, ce mouvement a pris des caractères singuliers. Parce qu'on se rappelait évidemment toute l'histoire révolutionnaire de la France et pour symboliser ces journées de mai 68, à Paris et dans les grandes villes,
il y a un mot peut-être qui les caractérise, c'est le mot barricade. Les révolutionnaires de 1968 imitaient ceux de 1830, de 1848 et même de 1792 en construisant dans les rues des barricades pour empêcher la police d'avancer. Pour finir ce chapitre, je dirais qu'aujourd'hui, plus personne ne parle de révolution en France, mais cette inspiration révolutionnaire, cet instinct de révolte, on le retrouve dans le combat social, dans le mouvement social, on le retrouve, il y a eu encore des incidents, les télévisions de l'ensemble du monde l'ont montré à propos d'Air France, n'est-ce pas? Cette violence qui s'attache aux conflits sociaux, elle est typiquement dans les mœurs, dans la tradition des conflits sociaux en France. J'en arrive au 5e point que je vais développer très rapidement. C'est le fait de l'instabilité constitutionnelle de la France. Je pense que ce que j'ai exposé précédemment peut faire comprendre cette instabilité. La France a été et reste encore largement un pays divisé politiquement, socialement, religieusement. C'est un pays, par conséquent, où le conflit est quasi permanent. Soit le conflit violent, parfois avec mort d'hommes, comme au XIXe siècle, soit un conflit plus feutré, mais qui reste tout de même un conflit durable. On peut dire qu'il y a un mot en France qui est incompréhensible, c'est le mot consensus. Tous ces conflits ont par conséquent provoqué des changements de régime répétés jusqu'à 1958. La première constitution date de 1791 et aujourd'hui nous en sommes à la 15e constitution. République, empire, restauration de la monarchie, restauration de l'empire, république encore, régime de Vichy, 4e république, 5e république, 6e république. Bref, on passe son temps apparemment à faire des changements de régime depuis la Révolution. Notre constitution d'aujourd'hui, la 5e République, date donc de 1958. Et pourquoi? Parce que, encore une fois, il y a eu une grande émeute qui a eu lieu, non pas sur le territoire métropolitain, mais à Alger, en Algérie. Pour mettre fin à la guerre d'Algérie, régler le problème algérien, le général de Gaulle a été rappelé, et c'est lui qui a fondé par conséquent la 5e République en redonnant au pouvoir exécutif un pouvoir très puissant qu'il avait perdu depuis la 3e République. En 1962, il a fait voter par les Français, par référendum, l'élection du président de la République au suffrage universel. Cette institution n'a fait que renforcer le pouvoir du président de la République, qui peut se vanter d'avoir une légitimité suprême, celle du peuple français. Cette constitution a été utile, certainement, en pleine guerre d'Algérie. Elle a permis au général de Gaulle de mettre fin à la guerre d'Algérie en 1962. Cependant, aujourd'hui, beaucoup de Français estiment que nous avons une constitution qui est déséquilibrée. Trop de pouvoir au président, au point qu'une expression existe depuis le retour du général de Gaulle au pouvoir, les Français seraient ou sont sous une monarchie
une monarchie républicaine, une monarchie élective, mais néanmoins une monarchie. C'est pourquoi aujourd'hui en France se pose sérieusement la question du pouvoir du président de la République. Aucun pays en Europe n'a un président de la République, même s'il est élu au suffrage universel, aussi puissant. Puisque pendant 5 ans, c'est lui le vrai chef du gouvernement, et que pendant 5 ans, il est irresponsable devant les chambres, devant l'Assemblée nationale. Je conclurai par une note personnelle sur cette question. Le président de l'Assemblée nationale, M. Bartolone, m'a demandé, il y a un an, un peu plus d'1 an, à coprésider avec lui une commission, un groupe de travail pour réfléchir sur l'avenir des institutions. Cette commission était composée d'une vingtaine de personnes, la moitié recrutées dans les groupes politiques parlementaires et l'autre moitié choisie parmi des personnes spécialisées, soit des historiens, des philosophes, juristes, constitutionnalistes, scientifiques. C'était donc un groupe de travail extrêmement diversifié qui a mis au point un rapport qui vient d'être publié. De ce rapport qui présente des propositions, je ne retiendrai que le titre « Refaire la démocratie ». Voilà, c'est ma conclusion pour vous dire que cette instabilité constitutionnelle, elle n'est pas véritablement achevée. Je vous remercie de votre attention. 美濃先生どうもありがとうございました。それでは引き続きですね、今日は京大の人間環境学研究科の斉藤義臣先生の方からご質問いただきたいと思います。斉藤先生はご専門が国際政治学でありますので、現状の国際政治などの問題も踏まえて美濃先生の方にご質問していただきたいと思います。このような貴重な機会を与えていただきまして、ありがとうございます。非常に個人的なことで恐縮なんですけど、私はイギリスの立場からしばしばフランスを見ているということもありますので、そのフランスの外から見た、フランスの肖像というかですね、フランスの何かというようなことについていくつかコメントをさせていただきたいと思います。特に私は60年代のデタントについて研究していまして、当時のフランスの肖像は紛れもなくドゴールでした。で戦後のヨーロッパ統合についても関心を持っていますし、そこで出てくるのはですね、そのジャン・モネであったり、ロベル・シューマンであったり、あるいはジャック・ドロールであったり、そういったヨーロッパの父と呼ばれるような人物です。もう一個個人的な関心を申し上げるとですね、フランスという時に私はジャンゴ・ラインハルトであったり、ステファン・ブラッペリーであったり、ミシェル・ルブランであったり、そっちの方が、楽しいというかフランスの肖像でもあるんですが、それは今日は政治の問題に言及させていただきます。今日の美濃先生の内容、講演の内容はフランスの、フランスがいかにして構築されてきたのかということをが主眼となっていて、5つの要素に着目をされていたと思いますが、極めて今日的な課題について考える時のヒントも得られたのではないかなと思います。例えば人権保障を掲げる憲法を制定した国がですね、どうしてベールあるいはスカーフ論争のようなものに起こすのかということを考えるときには、やっぱり教会との関係ですね、国家と教会との関係、あるいは先生が来世という言葉を使いましたけれども、来世という概念が
重要になってくるんだろうというふうに思います。またですね、その反米主義の土壌が特にフランスには強いというふうに言われるんですけども、国は先ほど私が言ったこととも関係しますけども、ジャズが好かれているということがある。で、これをどうやって理解するか、その知識人の役割であったり、あるいは共産主義のそのフランス国内における役割っていうのも、実は深く関係しているんじゃないかなと、そういったヒントをいただけるような研究ではないかと思います。私のコメントですけれども、もう簡単にですね、述べさせていただきたいと思います。それはフランスの政治的なアイデンティティが今後どう変わっていくのか、特にヨーロッパ統合の影響をどう受けるのかという問題です。2005年にヨーロッパ憲法条約が議決されたわけですが、これをどう捉えたらいいのか、そのヨーロッパとフランスの関係が変わりつつあるんじゃないかなというふうに思います。つまりドゴールの時代、あるいはモネやシューマンやドロールの時代というのは、フランスのためのヨーロッパを作る、あるいはフランスの国家建設とヨーロッパ建設というのは、両立するようなところがあったわけですが、それが変わりつつあるんじゃないかなという問題意識です。つまり、そのヨーロッパのフランスの国民国家を維持するためにヨーロッパというのを使ってきたという歴史があるわけですけれども、特に2000年代以降になるとですね、フランスがヨーロッパになかなか影響を与えることができない、むしろその影響を与えられることの方が大きくなってくる、今ドイツの力が大きくなっていると、こういった不満というのが憲法条約の、批准拒否という結果に結びついたのではないかと思います。つまり統合は続くんだけども、大きな物語というかですね、そのヨーロッパ合衆国のようなものが近い将来に作れるわけじゃない。で、そうした中において、いろいろな不満を抱えているフランス人が多い。つまりですね、そのヨーロッパ統合が、これまでのように進まない中において、フランスの、政治的なアイデンティティというのがどのように、影響を受けるのか、それほど影響を受けないのか、あるいはそれでもやっぱり影響を受けるのかという問題についてお伺いしたいと思います。以上3つの質問をしてしまったようなので、早速私からのコメントはこれで終わりにして、先生の何かヒントを教えていただければと思います。Je vous remercie de vos questions. La première question portait sur la contradiction qu'il y aurait entre l'humanisme traditionnel de la France et je dirais les effets de la laïcité sur la communauté musulmane. L'idée de la laïcité, donc, quand elle s'est construite au XIXe et au début du XXe siècle, c'était premièrement le respect des religions, la liberté de conscience et en même temps le refus par l'État de subventionner ces religions, de payer leurs prêtres, et qu'il devait y avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, une séparation entre l'État et les églises. La laïcité a donc été inventée contre l'Église catholique, mais avec le respect des religions et du catholicisme. Petit à petit, la loi de 1905, la loi de séparation, a fini par être acceptée par les catholiques. L'idée profonde de la laïcité, c'est que ce qui prime, ce n'est pas l'appartenance religieuse, c'est l'appartenance à une nation. Par conséquent, les Français doivent considérer que la religion est avant tout une affaire privée. L'idéal, c'est celui auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est l'idéal de l'unité. Il ne faut pas qu'il y ait des contradictions visibles, par exemple dans une salle de classe,
dans une salle de classe où il y a des jeunes filles qui portent un foulard islamique et d'autres qui ne le portent pas, immédiatement on fait la distinction entre les unes et les autres. Et la démarche laïque consiste à dire gardez vos opinions religieuses, votre appartenance religieuse, c'est tout à fait normal, mais il ne faut pas qu'elle soit visible ou trop visible. C'est ce qu'on a appelé, lors de la loi sur les foulards à l'école, les signes ostensibles d'appartenance religieuse. Alors on peut dire en un sens que la laïcité, eh bien, elle n'est pas libérale. Effectivement, si l'on compare avec les États-Unis ou le Royaume-Uni, on constate que la démarche est tout à fait différente. Dans ces pays-là, et dans d'autres, les diversités, le pluralisme, il est visible, il est perceptible dans la rue, partout, n'est-ce pas? Vous pouvez désigner les gens selon leur appartenance religieuse, si la religion exige évidemment certains vêtements, etc. Et en ce sens, oui, le libéralisme anglo-saxon n'est pas du tout dans la tradition démocratique française. Mais il faut comprendre l'esprit de la laïcité, qui n'est pas l'agression contre telle ou telle religion, mais qui a pour finalité précisément de faire vivre ensemble des gens qui ont des appartenances différentes. Alors cela est très mal compris peut-être à l'étranger, mais c'est ainsi que la tradition républicaine française répond aux conflits, aux problèmes, aux défis d'aujourd'hui. Je passe à la question sur l'anti-américanisme, et vous avez très bien vu, observé l'ambivalence de la position française. D'un côté, il y a un anti-américanisme, je dirais, politique, culturel, c'est indiscutable, qui a beaucoup de causes, de motivations diverses, aussi bien de droite que de gauche, et en même temps, les Français en général aiment beaucoup non seulement le jazz, mais le cinéma américain. Et puis je dirais qu'il y a tout de même depuis 50 ans un processus d'américanisation de la société française, aussi bien dans le vêtement, le port du jean, dans la consommation, les McDonald's qui sont partout, etc. Donc c'est très ambivalent. J'ai écrit un article, plusieurs choses sur cette histoire de l'anti-américanisme, mais notre président nous signale qu'il ne faut pas trop s'attarder parce que l'heure avance. Donc je terminerai par la dernière question, celle de la France et de l'Europe. Vous avez bien noté que l'idéal européen avait été conçu en France, sans remonter à Victor Hugo, après la Deuxième Guerre mondiale, par des gens comme Jean Monnet, par Robert Schuman, et que la France, qui était en quelque sorte championne de l'idée européenne, aujourd'hui est un pays qui traîne la jambe, qui n'y croit plus tellement, et cela pour des raisons diverses. Je crois que c'est la situation largement, c'est la situation économique et sociale, le chômage de masse qui conditionne un rejet de l'Europe. Alors là aussi c'est compliqué et ambivalent parce que quand on pose la question de l'euro, par exemple, qui est un objet de conflit, de conflit et de discours contradictoires, la majorité des Français veulent garder l'euro. C'est donc un signe, n'est-ce pas, qu'ils ne sont pas anti-européens. Mais ils sont déçus par l'Europe,
parce que leur situation, encore une fois, économique et sociale, qui dépend dans une certaine mesure de l'Europe, qui dépend même beaucoup de l'Europe, est médiocre, aggravée, et dans leur pessimisme collectif, ils mettent sur l'Europe, sur Bruxelles, comme on dit, n'est-ce pas, les causes de leur désespérance. Mais si j'avais le temps, je pourrais vous dire aussi qu'il y a un attachement profond à l'Europe. Là, j'ai évoqué l'euro, je pourrais citer d'autres choses, mais c'est vrai, nous ne sommes plus dans la grande période constructive de l'Europe. Et si l'Europe apparaît quand même comme le point de fuite, l'avenir des pays européens et de la France en particulier, nous ne sommes pas dans une phase progressiste. Voilà.